Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mardi 20 février 2024, il est 15 heures et c'est la reprise de Tout savoir sur, votre hebdomadaire d'information sur les sujets d'intérêt général et de l'action gouvernementale qui vous concerne directement. Initiée et produite par le CICG, cette lucarne signe son retour en 3 étoiles avec un sujet au cœur de nos vies, de nos familles et même de nos rapports de société. Il s'agit du régime matrimonial. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en charge de cette question nous accompagne sur ces échanges à travers la présence de plusieurs représentants, parmi lesquels son sous-directeur de la législation, j'ai nommé M. Jérôme Trabi pour la prise de parole en son nom. Le régime matrimonial est l'ensemble des règles régissant les effets pécuniaires du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l'égard des tiers. La première loi nationale sur le mariage datant de 1964 n'avait prévu qu'un seul régime matrimonial, la communauté de biens. Les futurs mariés de l'époque n'avaient donc pas le choix du régime matrimonial. C'est la modification de la loi de 64 intervenue en 1983 qui a institué la séparation des biens comme deuxième régime matrimonial, offrant ainsi le choix aux futurs époux. La loi de 2019, qui fait l'objet de nos échanges ce jour, a prévu un troisième régime matrimonial dénommé contrat de mariage, relativement plus souple parce que conventionnel, afin de donner davantage de choix aux futurs mariés. Concernant la communauté des biens, en Côte d'Ivoire, nous avons opté pour la communauté de biens réduite aux acquis. Ça signifie que la communauté de biens ne commence qu'à partir de la célébration du mariage. C'est à partir de cette célébration que les biens que vous allez avoir, si vous avez opté pour la communauté, tombent dans cette communauté. Alors, quels sont les biens qui font la communauté? Les gains et revenus des époux font partie de la communauté. Ce sont les salaires des époux, ce sont les revenus de leurs activités commerciales ou agricoles. Les biens que chacun d'eux achète après la célébration du mariage tombent dans la communauté. Les biens qui leur sont légués ou donnés ensemble conjointement tombent dans la communauté. Bien que nous soyons dans un régime de communauté de biens, il y a aussi des biens propres aux époux. Quels sont les biens qui peuvent être propres aux époux qui ont choisi d'être dans la communauté de biens? Il y a les biens qu'ils possédaient avant la célébration du mariage. C'est-à-dire avant de venir au mariage, vous aviez chacun vos biens. Ces biens-là vous restent personnels. Les biens acquis après la célébration du mariage par succession ou donation. Les biens achetés par chacun d'eux après la célébration du mariage avec l'argent personnel ou provenant de la vente d'un bien personnel. S'agissant de la séparation des biens, chacun des époux conserve l'administration, la jouissance, la libre disposition de ses biens propres, mais il doit assurer sa contribution aux charges du ménage. Chacun reste seul tenu des dettes nées avant et pendant le mariage. Cependant, les dettes résultant des charges du ménage engagent les deux époux. Les dettes sont également personnelles. Si aucun époux ne peut justifier sa propriété exclusive sur un bien, celui-ci est réputé appartenir individuellement aux deux époux, chacun pour moitié. Le contrat de mariage, on le dit par acte notarié, parce que c'est une convention qu'il faut faire par acte de notaire. Il est défini, le contrat de mariage, comme une convention par laquelle les futurs époux règlent les effets pécuniaires de leur mariage dans les rapports entre eux et à l'égard des tiers. Dans ce régime, liberté est donnée aux futurs époux de déroger aux règles impératives régissant les régimes de la communauté et de la séparation des biens. Ils conviennent ensemble lequel d'entre eux supportera les dettes résultant des charges du ménage et celles contractées dans l'intérêt personnel d'un époux. Cependant, cette liberté contractuelle a des limites. Les seules limites ici
c'est que le contrat doit pouvoir régler uniquement les effets pécuniaires de leur mariage. Et ce contrat doit pouvoir respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. Quel que soit le régime choisi, les règles ci-après s'appliquent dans les rapports entre les époux et dans les rapports avec les tiers. Concernant les obligations des époux, quel que soit le régime choisi, chacun des époux perçoit ses gains et revenus, mais ne peut en disposer librement qu'après s'être acquitté de ses charges du ménage. Chacun des époux peut ouvrir, sans le consentement de l'autre, un compte bancaire et le gérer librement. Ça, c'est commun aux trois régimes. Chacun des époux peut représenter l'autre dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial choisi. Un époux peut être autorisé par justice à faire un acte seul pour lequel le consentement de son conjoint est nécessaire, si celui-ci est hors de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. Toute dette contractée par chacun des époux dans l'intérêt du ménage et de l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre, sauf si cette dette est manifestement excessive. Chaque loi est votée dans une nation pour corriger un état des faits ou une problématique. Je voudrais savoir laquelle a été à l'origine de la création ou adoption de ce nouveau régime qu'est le contrat de mariage. Quel était le problème? Le régime du contrat de mariage permet aux futurs époux de dire qui des deux va supporter les dettes provenant des dépenses personnelles, les dettes issues des charges du ménage ou de l'éducation des enfants. Ce n'est plus la loi qui va vous imposer cela, c'est vous qui allez de façon consensuelle et librement le noter dans votre contrat. Et c'est votre volonté qui sera appliquée pendant votre mariage, tout au long de votre mariage, jusqu'à la fin de ce mariage, par divorce ou par décès ou par séparation des corps. Donc voici un peu l'intérêt de ce contrat qui vient donner plus de choix aux futurs époux. Est-ce qu'on peut épouser une personne décédée avec ces trois régimes-là? Est-ce qu'il y a un régime qui permet d'épouser une personne décédée déjà? Le régime matrimonial, ce sont les règles qui viennent régir un peu les rapports entre les époux et leurs rapports avec les tiers. Ce n'est pas un régime qui permet d'épouser. Au contraire, le régime vient pour régler le sort des biens de ceux qui s'épousent et ceux qui se marient. En Côte d'Ivoire, aucune disposition ne permet d'épouser une personne décédée. Le mariage, tel que défini par l'article 1 de la loi sur le mariage, dit ceci. Le mariage est l'union d'une femme et d'un homme célébrée par devant l'officier de l'état civil. Est-ce qu'avec cette définition, on peut célébrer un mariage de cadavre devant l'officier de l'état civil? Je ne crois pas. Ce qu'on dit, c'est célébrer devant l'officier de l'état civil. Et l'officier de l'état civil, avant de célébrer, reçoit des documents préalables. Ces documents vont montrer que vous n'êtes pas décédé. Et la célébration, et avec l'échange des consentements au mariage, le jour de la célébration, écarte beaucoup d'hypothèses selon lesquelles on pourrait épouser une personne décédée. Au nom du CICG, j'adresse nos sincères remerciements au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, à nos invités et à M. Trabi, et puis à tous les internautes qui nous ont suivis. Merci également à l'équipe de production pour le travail abattu. Je rappelle à cet effet que le gouvernement reste ouvert via le chatbot EMI, accessible depuis sa messagerie Facebook, et le centre d'appel joignable au 101 gratuitement depuis tous vos opérateurs de téléphonie mobile. Chers tous, merci encore. C'est avec vous et avec plaisir que nous continuerons d'écrire les grandes et belles pages de la communication gouvernementale à travers différentes lucarnes avec pour objectif de répondre chaque fois et davantage aux besoins d'information du citoyen. Merci et à mardi prochain.